Nous parlons aujourd'hui de la professionnalisation des emplois agricoles avec Geoffroy Gantoli. Il est le coordonnateur national projet éducation et formation technique professionnelle agricole. Invité du jour, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. D'accord, d'accord. Alors, Assim Gaba, bonjour. Bonjour Rose Danodé, bonjour chers téléspectateurs. Eh oui, on se retrouve encore pour parler toujours de développement. Oui, on parle de développement. Vous savez, l'économie béninoise est basée sur l'agriculture et tout le monde s'accorde bien sûr à le dire. Mais aujourd'hui, on constate que les agriculteurs, sinon, n'arrivent vraiment pas à couvrir les besoins des populations parce qu'ils ne s'entendent pas pour se mettre ensemble. Pour pouvoir couvrir les besoins en leurs différentes spéculations. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce projet a été donc initié pour aider déjà à professionnaliser les emplois et en même temps à permettre bien sûr aux agriculteurs de pouvoir se mettre ensemble. Alors on va essayer de faire découvrir aux téléspectateurs comment est-ce que à travers ce projet, ils arrivent quand même à mettre les agriculteurs ensemble pour qu'ils puissent produire en grande quantité et pouvoir satisfaire les besoins des populations, assurer la sécurité alimentaire au Bénin. Et c'est pour cela que nous avons invité sur ce plateau le coordonnateur national du projet éducation et formation technique professionnelle agricole au Bénin, M. Geoffroy Gantoli. Bonjour. Bonjour, Monsieur Gaba. Oui, alors merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui pour parler bien sûr de ce projet qui consiste donc à professionnaliser les emplois agricoles. Est-ce à dire que les emplois agricoles au Bénin ne sont pas professionnalisés ou ce ne sont pas des professionnels qui exercent les emplois agricoles au Bénin? Je n'oserais pas le dire ainsi, mais je pense qu'il y a encore à faire pour une réelle professionnalisation, surtout dans le secteur de l'agriculture. Mais je voudrais tout d'abord saluer les téléspectateurs et remercier BB24 qui, en dépit de la fièvre politique, conserve quand même sa mission d'antenne de développement. Et là, nous parlons de développement. D'entrée de jeu, je voudrais signaler que le projet éducation formation technique professionnelle dans le secteur agricole est l'une des conséquences heureuses du constat ou des constats en fait établis par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ah oui. Et pour répondre à votre question, je pourrais dire que déjà en 2003, au sommet de Maputo, les chefs d'État ont reconnu que l'agriculture était un levier important pour le développement du continent africain. Et une recommandation à cet effet, c'était que 10% du budget national soit alloué au secteur agricole. Bon, à chaque pays de jouer, bien sûr. Mais plus tard, en 2006, à Banjul, ils sont revenus encore quand même sur cette question avec un second constat que les systèmes d'enseignement dans les pays africains dont nous avons hérité n'étaient pas aussi performants pour porter les ambitions déclinées dans les plans nationaux d'investissement agricole. Et là, d'office, se pose le problème de la professionnalisation de l'agriculture, et c'est justement ce qui explique un peu... Oui, mais moi j'allais vous demander, mais nous avons au Bénin des écoles agricoles, des centres universitaires qui forment en agriculture. Mais quel rôle vient jouer spécifiquement ce projet-là? Oui, ce projet apporte un plus. Autrement, il n'aurait pas été nécessaire. Et rappelons aussi que c'est un projet qui a une émanation continentale. Ça veut dire que ce n'est pas seulement au Bénin. Dans beaucoup de pays africains, nous avons des écoles, mais l'enseignement est beaucoup plus d'ordre technique que professionnel. D'accord. Et c'est pour cela d'ailleurs que le NEPAD, New Partnership for African Development, a
avec l'appui financier de la coopération allemande, pris l'option d'aider les pays africains à rendre plus concret, plus professionnel la formation dans le secteur agricole. Oui, alors comment rend-on professionnel si déjà le cadre est formé Oui. et à travers bien sûr ces écoles-là, quand vous parlez de professionnalisation, c'est quoi en réalité? Oui, la professionnalisation, c'est la capacité à donner une satisfaction quand même aux clients, c'est-à-dire aux consommateurs. Dans le cas c'est ça la professionnalisation? Oui, être capable de donner cette satisfaction. Or, quand je disais que la dimension est plus technique que professionnelle, ça veut dire que nous avons le savoir. Et à la limite, pour caricaturer, on est presque des gestionnaires du savoir agricole. Mais on veut plutôt des professionnels, c'est-à-dire des gens qui sont capables. Vous voulez dire que notre formation est beaucoup plus théorique que pratique? Oui, un peu, je dois l'affirmer, parce que j'ai fait différents niveaux de formation et j'avais commencé à le dire, nous avons hérité d'un système qui nous préparait à encadrer. À encadrer, à voir faire, à conseiller. Ouais, et on était préparé à conseiller surtout sur les maillons de la production, parce que la transformation et la commercialisation étaient plus ou moins une chasse gardée de la métropole. Mais maintenant, nous devons aller sur le même marché que tous ceux-là. Donc, un défi énorme se pose. La professionnalisation, c'est ne plus être seulement capable de conseiller, pouvoir faire, bien faire et aller au-delà de la simple production primaire pour aborder la transformation. Mais là, au niveau du projet, qu'est-ce que vous faites vraiment pratiquement de plus que les écoles? Oui. Les enseignements techniques? Nous faisons plutôt avec les écoles, parce que nous devons aller ensemble. La première dimension, c'est d'aller constater ensemble avec les centres de formation technique agricole que nous avons, les insuffisances. Et fort heureusement, ce n'est plus un avènement. Le constat était interne et ils ne cherchaient qu'à agir. Et c'est dans l'action que nous autres, nous les accompagnons. Vous voyez, nous avons des curricula. Les curricula, c'est tout ce qui est utilisé. Le programme de formation. Voilà, le programme de formation. Mais ces programmes confinent les apprenants essentiellement au niveau du centre de formation. Cela veut dire qu'à la limite, on a 1 mois ou plus 2, 3 de stage. Et quel stage encore? Parce que le centre d'accueil des stagiaires, les centres ne sont pas préparés pour. Donc, pour le projet, c'est d'abord d'améliorer ces curricula. Ce que nous avons fait. Mais ça aussi, c'est un système qui est lourd. On ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. Donc, nous avons pris l'option de curricula additionnel. Additionnel. C'est-à-dire un programme additionnel. Et ce programme-là est fait de quoi? Rien que de la pratique? Ok. Je pense que d'abord, le contenu est différent. Parce que je parlais tantôt de ne plus se cantonner seulement à la production primaire, mais il faut aller à la transformation, à la commercialisation. Donc c'est une approche. C'est ça la professionnalisation. Oui, la professionnalisation aussi touche ces différents maillons. D'accord. Ok. Bon, maintenant, quand nous prenons l'acteur, il y a d'abord le savoir, d'accord, par le contenu. Il y a le savoir-faire. On peut appliquer tout cela à l'école, mais déjà avant l'entrée de l'apprenant, il faut encore des prédispositions pour être sûr du savoir-être. Parce qu'on peut être technicien, on peut être formé et fuir même les champs. Ça existe. Voilà, préférer le bureau. Et ensuite, des ingénieurs agronomes qui toujours en costume. Ah oui, oui, des agronomes en costume. Dans les bureaux. C'est ce que vous voulez éviter. Oui, on en a besoin pour réfléchir, mais pas tout le monde quand même en costume. Ok. Oui. Mais au-delà du centre de formation, il faut aller aussi en entreprise. Il faut vivre les réalités de l'entreprise parce que le champ d'application n'est pas égal à l'entreprise. Donc, ces curricula amènent les apprenants
à intégrer des entreprises agricoles, à connaître déjà les réalités socio-économiques de ces entreprises, de façon à ce qu'à la sortie de l'apprenant, il n'est point question de parler d'incubation, d'un réglage à faire avant qu'il n'aille sur le marché du travail. Parce qu'au fait, c'est ça. Améliorer l'employabilité, ça veut dire que nous avons des apprenants qui deviennent, bon, je dirais, c'est péjoratif de parler d'ouvriers agricoles, mais des employés agricoles ou bien des créateurs d'entreprises agricoles, sans frustration. Donc, si je comprends bien, ce sont déjà des étudiants dans des écoles. Oui. Et puis, vous travaillez maintenant avec ces écoles-là à envoyer ces apprenants-là dans des entreprises. En plus de l'aspect pratique que leur offrent, bien sûr, les écoles, les centres universitaires, puisque pratiquement ces centres-là ont quand même des exploitations sur lesquelles les apprenants vont faire des pratiques. Oui. Mais en plus de cela, vous les envoyez maintenant dans les entreprises pour voir comment est-ce que ça se passe en réalité. Oui, non seulement comment ça se passe, ils ne voient pas comment ça se passe, mais ils pratiquent. Et à cet effet, on forme des maîtres de stage au sein des entreprises. Parce que vous savez, il y a un quatrième savoir qui ne s'improvise pas, c'est le faire savoir. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc on prépare ces entreprises à travers certains agents de l'entreprise à apprendre pratiquement à l'étudiant comment faire, à prendre des responsabilités même déjà au sein de l'entreprise. Et il arrive, avant qu'on ne parle des résultats, que certaines entreprises soient intéressées déjà de recruter les meilleurs avant même qu'ils ne finissent leur formation, ou que cela est garanti. Okay, et je pense que c'est à cette situation que nous voulons tendre. Oui, alors mais quand vous allez dans ces centres universitaires, vous travaillez avec eux, est-ce que ce sont tous les apprenants que vous envoyez dans les entreprises là, ou bien il y a une sélection qui se fait d'abord? Non, les étudiants, c'est d'abord basé sur le volontariat, parce que nous n'avons pas une offre aussi large actuellement. Et je voudrais rappeler également qu'il s'agit d'une phase pilote du projet. Ah oui, le projet a une phase pilote pour le moment. Parce que ça a démarré en mai 2014 et bon, cette phase pilote prend fin en décembre 2016. Et quels sont les centres avec qui vous travaillez? Oui, bon, on a démarré comme c'est une phase pilote avec 2 centres, mais autour de ces centres, on a d'autres qui les supportent parce que il s'est avéré que ces centres seuls ne peuvent pas porter toutes les offres. Donc, nous avons le centre de formation professionnelle agricole diocésain, Padre Pio, qui est basé à Zévier, qui est bon, confessionnel mais privé, et qui forme quand même des fermiers agricoles en formation initiale. Okay. Et ce centre est supporté par le lycée agricole Meji de Sékou, l'ONG Bouche qui est à côté et qui fait des merveilles. Et nous avons bon, la maison du paysan, du docteur Babadjide à Bokossa, tout cela autour quand même de ce centre diocésain pour réussir. Mais dans le nord, nous avons le lycée technique agricole de Banekoara et le lycée technique agricole de Natitengu, qui sont publics. Donc nous avons un centre public, un centre privé entouré quand même d'autres centres comme pour les porter. Pour les porter. Voilà. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que ça marche vraiment au niveau de ces apprenants-là? Vous l'avez dit tout à l'heure, que déjà, même avant qu'ils ne finissent, qu'il y a des entreprises qui sont déjà intéressées par ces étudiants-là. Oui. Est-ce que ça marche vraiment pour eux tous? Oui, je dis, bon, d'abord, nous sommes seulement dans la filière viande et la filière riz. Ah ouais. Pourquoi déjà le choix de ces 2 filières? Oui, parce qu'il y a des groupes cibles qui sont visés et puis il y a des préalables aussi quand nous voulons parler de la formation. Des groupes cibles qui sont visés, ce sont les jeunes surtout, et puis les femmes. Ensuite, quand je dis qu'il y a des préalables, notre agriculture aujourd'hui est faite ou basée sur l'approche filière, sinon je vais dire chaîne de valeur. Chaîne de valeur. Ouais, donc on produit pour aller sur un marché de consommation. Donc il y a des critères qui ont été établis pour rester un peu dans ce cadre. Premièrement, que le produit soit demandé sur le marché
et que nous ayons une situation d'offre inférieure à la demande, ça rassure. Ensuite, qu'il y ait la rentabilité. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, les Béninois demandent beaucoup plus le riz produit au Bénin? Oui, le riz est UV. C'est pourquoi je parlais de chaîne de valeur. Ce n'est pas le riz, parce que le riz blanc est très concurrencé sur le marché. Il y a beaucoup de problèmes, de réglages à faire. Bon, mais pour démarrer quelque chose, il ne faut pas se mettre en difficulté. Je pense que le riz est UV. Il est largement demandé. Le riz est UV, c'est le riz jaune? Le jaune, très riche, parce que cette couleur jaune que vous percevez, c'est quand même un signe qu'il y a la vitamine D, ce que le riz blanc n'a pas. Bon, je ne vais pas m'étendre sur cet aspect, mais retenez que la demande de ce riz au Bénin est très élevée. Allez à la Belle Bénin qui relaye, par exemple, il y a des ruptures fréquentes, il y a des familles, de grands hommes du pays qui sont abonnés quand même à ce riz. Et nous n'arrivons pas aujourd'hui à satisfaire même la demande nationale, quitte à parler même de la demande venant du Nigeria. Songhai fait par exemple ce riz, mais exporte exclusivement vers le Nigeria, ça ne suffit pas pour le riz étuvé. Bon, donc au-delà de la filière riz, on a la filière viande, je disais. Donc, où nous avons des produits comme le poulet local, poulet bicyclette, de plus en plus, vous constatez, les gens, bon, ce qu'ils appellent péjorativement poulet mogue, et moi je suis content avec ça, si ça peut repousser, d'accord? Donc, poulet bicyclette, il faut pouvoir l'offrir, si les gens veulent. Bon, nous avons le porc, et vous savez aussi bien que moi, que surtout sud-est, ça, il n'y a jamais de mévente. Et puis, sur la route, vous croisez des bâchers remplis de porc venant parfois du nord, du nord, oui. Tout ça, là. Ça vient souvent donc, c'est rassurant. Donc, voilà le champ de choix qu'on a laissé aux étudiants. Mais je dis, encore pour ce petit champ, la demande est énorme. C'est énorme. C'est le signe d'intérêt dont je parlais tantôt. Donc, vous avez juste choisi ces filières-là pour la phase pilote. On espère bien que pour la phase, la grande phase, juste la phase après, la phase d'exécution maintenant, de mise en exécution réelle, que d'autres filières également seront prises en compte. Tout à fait. D'abord, il y a une évaluation mi-parcours déjà du projet et les recommandations sont allées dans le sens de s'ouvrir à davantage de filières, à davantage de centres. Parce que là, il faut dire que c'est seulement 6 pays en Afrique qui sont retenus pour la phase pilote, et dont le Bénin. Mais la recommandation de la mission, c'est de ne pas aller au-delà de ces 6 pays tout de suite et de permettre à ces 6 pays d'intensifier surtout les bonnes actions et les bonnes résolutions dans le domaine. Donc, oui, l'ouverture est là. Mais aujourd'hui, quand vous comprenez uniquement au niveau des centres universitaires, comment arrivez-vous alors à impacter ceux qui sont déjà sur le terrain, qui travaillent, qui ont des exploitations, qui produisent par exemple du riz étuvé, qui produisent du porc? Comment arrivez-vous à les aider, eux, à se professionnaliser davantage? Merci beaucoup. Et vous me donnez la possibilité d'aborder le second aspect de la formation, qui est la formation continue. Parce que jusque-là, ce que nous avons dit concerne la formation initiale. Quelqu'un qui vient jeune, il n'était pas dans le métier, mais il devient agriculteur, bon, pas agriculteur, il a un métier agricole au bout de sa formation. Mais la formation continue, tout se fait en lien et tout est complémentaire d'ailleurs. Même celui qui a fini une formation initiale, une fois dans le métier, a besoin d'actualiser ses connaissances, même d'aller parfois même vers la reconversion, parce que le marché, lui, est dynamique. Donc les connaissances doivent être aussi. Comment nous arrivons à faire ce lien? Nous avons des entreprises pilotes qui sont des entreprises agricoles fortes, qui produisent, mais qui ont également la capacité aussi de transmettre le savoir. Et nous avons encouragé ces entreprises pilotes à sélectionner autour d'elles, des exploitations individuelles, des exploitations agricoles individuelles qui offrent le même produit, parce qu'eux, ils sont déjà dans la situation où leur offre est insuffisante sur le marché. Donc, ils forment les voisins à être capables de produire de façon
qualitatives. À la hauteur de leur qualité. Oui, à la hauteur de leur qualité, afin qu'ils aillent ensemble sur le marché. Sur le marché. Et nous supportons cette formation et c'est ça la formation continue. Ah, donc on structure ça à travers des modules de formation. Il y a des livrets que nous appelons des référentiels technico-économiques simplifiés pour orienter vraiment le contenu de cette formation. Et quand je vous parle d'entreprise agricole et d'exploitation agricole, vous voyez ça, c'est le centre de la pratique. Donc on a peu de théorie à faire, on montre, chacun vient, il règle ses problèmes, il retourne et on suit pour voir l'incidence. Voilà. Est-ce que c'est le projet qui aide, je dirais, les entreprises voisines là, à se mettre au pas avec l'entreprise qui les forme? Est-ce que c'est vous qui financez cette formation-là? Sinon, ce transfert de connaissances? Nous assurons un cofinancement. Ah, d'accord. Parce que les entreprises elles-mêmes ont un intérêt à avoir des produits de bonne qualité pour accroître le volume à présenter sur le terrain. Donc, les entreprises offrent leur cadre. Mais les entreprises ne sont pas forcément préparées à quelque chose. Transférer le savoir. Alors. Et là, lorsque nous observons une faiblesse à ce niveau, nous sommes prêts à prendre un formateur pour appuyer. Et nous apportons le matériel de formation surtout. Et en plus aussi, on contribue à la logistique. Et ça marche déjà pour toutes les filières? On a vu filière mouton de Tabaski, on a vu... Oui, c'est incroyable. Je pense qu'on aura l'occasion d'avoir une émission prochaine où ces acteurs pourront venir témoigner sur le plateau. On aura quand même des images. Voilà. Mais heureuse. Déjà, moi j'aimerais bien que le coordonnateur nous donne son point de vue sur ce que nous avons déjà sur le marché et déjà transformé, les produits agricoles déjà transformés. Est-ce que cela respecte les normes professionnelles? Non, de plus en plus. On doit s'en réjouir. Parce que je regarde 10 ans, 20 ans en arrière, il y a des produits que vous ne trouvez pas sous une forme quand même acceptable. Je prends par exemple le riz étuvé dont j'ai parlé pour rester dans mon domaine. C'était juste bon pour avoir le waché, le atasi du nord, et puis il y a du caillou, il y a des impuretés, mais aujourd'hui vous voyez du riz étuvé, bien emballé, conservable, et même je peux vous dire que même sur le marché européen, il y a ce riz quand même qui est présent. C'est un pas qu'il faut encourager, je pense. Il n'y a pas longtemps que nous avons compris que nous devons assurer quand même quelques réformes pour mériter notre appel sur le marché. Merci beaucoup à vous, M. Geoffroy Gantoli. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du projet éducation et formation technique professionnelle agricole au Bénin. J'espère bien que vous allez revenir, pourquoi pas, sur ce plateau ou carrément une autre émission, pourquoi pas un forum sur le projet pour pouvoir l'expliquer correctement à nos téléspectateurs. Tout à fait, c'est moi qui vous remercie parce que c'est formidable et c'est à l'actif de nous tous. Merci beaucoup. Merci. Merci, heureuse. Merci à Siom Gabal et ce sera tout pour l'invité du jour.